Bienvenue à toutes et à tous pour cette session de table ronde 2021 du WC France. La plupart d'entre vous étaient certainement déjà là jeudi, mais pour ceux qui n'ont pas pu y assister, je vous fais un petit résumé de l'essentiel. Donc, avant de vous résumer l'essentiel, je me présente. Je m'appelle Pablo et j'ai fait UWC Mostar en Bosnie-Herzégovine de 2018 à 2020 et j'étudie actuellement à Sciences Po Paris. Du coup, IWC, c'est un mouvement de 18 lycées autour du monde, unis autour de la mission de faire de l'éducation une force afin d'unir les peuples, les nations et les cultures, afin de construire un monde en paix et un avenir durable. Donc, il y a trois éléments fondamentaux dans l'expérience UWC. La première, étant donné que c'est des lycées, c'est l'IB, donc the International Baccalaureate. Ensuite, les CAS, donc c'est les activités qui prennent une grande place aussi dans notre vie pendant ces 2 ans. Donc, les activités de créativité, les activités sportives, donc activity, et le service aux autres. Puis ensuite, la vie résidentielle. Et c'est dans ce cadre-là que vous allez en général faire vos amitiés les plus fortes, connaître d'autres cultures, débattre passionnément sur différents sujets et qui va vous marquer énormément aussi. Donc, pour la session d'aujourd'hui, on vous propose de découvrir l'expérience UWC à travers ceux qui sont en train de le vivre en ce moment, donc les élèves en cours de scolarité, puis ensuite à travers des élèves qui ont déjà fini WC, qui sont des anciens élèves, donc les alumni, puis une table ronde qui va aussi parler du ressenti des parents par rapport au départ de leur enfant aux 4 coins du monde. Du coup, on a reçu énormément de questions pour ces tables rondes et on a essayé de les inclure dans les différentes… il va y avoir 3 tables rondes du coup et dans les tables rondes qui correspondaient le plus. Et il y en a eu beaucoup sur le processus de sélection. Donc, du coup, on y répondra à la fin. Et on va enregistrer donc, et on vous mettra le lien à la fin. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des personnes que vous connaissez qui n'ont pas pu venir, à nous demander le lien, mais on le mettra de toute façon, on vous l'enverra par mail. Donc, je vais laisser Éléonore se présenter. Et voilà. Merci Pablo. Bonsoir à tous, je m'appelle Éléonore, j'étais dans la même promotion que Pablo, donc j'ai fini mes études à Maastricht en 2020 et je suis actuellement en train d'étudier aux États-Unis. Je me présente rapidement parce que je vais être celle qui va mener la partie questions-réponses des tables rondes d'aujourd'hui. Et donc, simplement des petits rappels, on est en mode webinaire actuellement, donc vous n'avez pas de caméra et vous devriez seulement pouvoir voir les panélistes et les autres. Donc, le mieux, ça serait qu'en fait, il y a un petit bouton questions en bas de votre écran. Et donc, nous, on peut voir les questions s'il s'avère que vous en avez au fur et à mesure des discussions. Et donc, vous pouvez simplement nous envoyer vos questions et moi, je les distribuerai aux médiateurs pertinents au fur et à mesure. Si on n'y a pas répondu pendant la discussion, on y reviendra à la fin et on aura un temps de questions-réponses. Donc, vous inquiétez pas. Et en plus, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on vous enverra un email récapitulatif et on inclura les questions qu'on n'aura pas eu le temps d'adresser. Voilà. Maintenant, je vais passer la parole à Rabia, qui va introduire et modérer la première table ronde. C'est ça. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde peut m'entendre un peu correctement. Alors aujourd'hui, on va parler de l'expérience de 5 jeunes, 4, vu qu'il y en a un qui est absent, je crois, qui ont vécu l'IB et l'UWC dans un contexte assez incertain à cause de la crise du Covid. Et donc, je pense que c'est super intéressant d'entendre leur témoignage. Donc, je vais demander à chacun de se présenter avec leur nom, le pays où ils étudient et du coup, leur année d'études. Oui, bonjour à tous. Je suis désolée pour le bruit du fond.
J'espère que vous pouvez m'entendre, mais du coup, je m'appelle Ramatoulaye et je suis en première année aux Pays-Bas. Ok, Carla, tu peux te présenter, s'il te plaît? Salut, moi c'est Carla et je suis en première année à Mostar en Bosnie-Herzégovine. Super. Gaspard, s'il te plaît? Coucou, moi c'est Gaspard et je suis en première année à UWC Adriatique en Italie. Et enfin, Mathilde. Alors, Mathilde, je crois qu'on ne t'entend pas. Est-ce que c'est mieux? Ok, super. Du coup, je m'appelle Mathilde et je suis en deuxième année à Dilijan, qui est en Arménie. Super. Alors maintenant que vous connaissez nos intervenants, on va tout d'abord parler d'une partie plus générique liée à l'expérience. Et je voudrais d'abord poser une question par rapport aux nouvelles amitiés que vous avez faites. Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté? Est-ce que tu peux commencer, Ramatoulaye? Oui, je dirais que les nouvelles amitiés ici, elles ne sont pas définitives au début parce que tout le monde essaye de trouver ses groupes d'amis. Mais quand tu trouves les bonnes personnes avec qui t'entourer, tu passes une année formidable. Enfin, pour l'instant, le premier trimestre, il était super. Super. Carla, tu peux nous donner ton expérience? Moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que mes amitiés, elles ont été assez définitives dès le début. Mais c'est vrai que c'est incomparable par rapport à ce qu'on peut avoir à la maison parce que c'est des gens avec qui on vit tout le temps. Et donc forcément, je suis avec eux 24 heures sur 24 et c'est ça qui a formé un amitié très, très, très fort. Super. Et Gaspard, toi, t'en penses quoi? Alors moi c'est un peu, enfin plutôt comme Cara, je suis d'accord avec elle. Je trouve qu'on vit vraiment tout le temps avec eux, donc en fait, c'est vraiment des amitiés assez profondes. Mais aussi, évidemment, il y a des moments où c'est un peu plus dur. Mais je pense que c'est comme ça en fait qu'on arrive à choisir ces bonnes amitiés. Mais que oui, en effet, on est tout le temps avec eux, donc faut savoir qui est bon pour toi ou pas. Merci beaucoup pour ces réponses. J'ai une autre question, du coup, par rapport à ces expériences, soit académiques, culturelles, sociales, que vous êtes en train de vivre. Quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué et que vous aimeriez partager? J'aimerais savoir ton opinion, Mathilde. Ok. Du coup, c'est vrai qu'avec les BBC, il y a beaucoup d'événements où on a beaucoup d'expériences culturelles, par exemple avec les Regional Evening, où tout le monde présente sa culture. Mais moi, quelque chose qui m'a le plus marqué, c'est un CAS dans lequel je fais partie, qui s'appelle Politique en perspective. Et du coup, à chaque fois, il y a des élèves qui vont présenter des problèmes de leur pays. Et du coup, on apprend toujours beaucoup. Et il y a justement une de ces discussions qui était vraiment marquante. C'était entre Hong Kong et la Chine. Et vraiment, j'ai pu ressentir ce que c'était qu'un conflit. Et c'était vraiment super réel, quoi. C'était pas comme quelque chose qu'on entend à la radio ou qu'on lit en article. Donc, c'était vraiment très intense et ça m'a vraiment, vraiment marqué. C'est un peu pour ça qu'on fait UWC aussi, c'est pour les expériences marquantes. Du coup, malgré ces temps de pandémie qui ont parfois compliqué les départs ou les activités, quelle a été votre plus grande joie en arrivant à UWC, Gaspard? Je pense que moi déjà, ma plus grande joie, c'était de découvrir quelque chose de nouveau. Et surtout, en fait, la vraie différence, c'est qu'avec celui-ci, en fait, tout le monde, enfin, on est tous allés à travers un processus pour y arriver. Donc, en fait, tout le monde a eu plein de motivation pour y être. Et que du coup, une fois qu'on est tous là, tout le monde est content, il n'y a pas de mauvaise humeur, tout le monde est. Alors après, évidemment, Alors, il me semble qu'il a un petit problème de connexion. Donc, peut-être que je vais donner la parole à Ramatoulaye en attendant. Oui, alors moi, au tout début, j'ai été en quarantaine dès le premier jour, donc ça n'a pas été facile. Mais dès que je suis sortie de quarantaine, ma plus grande joie, je dirais, c'est de voir que tout le monde était super accueillant et ouvert d'esprit et, et de réaliser que je suis dans une école avec des personnes de partout dans le monde avec des parcours totalement différents.
Et toi, du coup, Carla, ça a été quoi ta plus grande joie en arrivant à WC? Moi, je pense que c'était surtout la première semaine, je me suis rendu compte qu'à UWC, il y a cette découverte constante de nouvelles choses tous les jours. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est tous les jours, je découvre des nouvelles choses, que ce soit par rapport à des personnes, par rapport à UWC ou par rapport moi au pays où je suis. Mais je pense qu'un des sentiments aussi que j'ai adoré, c'est je suis arrivée, j'ai vu tous ces gens, j'ai rencontré toutes ces personnes et je me suis dit, OK, je vais rester ici pendant 2 ans et je suis prête et j'ai trop hâte. Super. Alors, il y a une question que je vois déjà des participants. Est-ce que vous avez des coups de blues loin de votre famille? Donc, Carla, tu peux commencer par répondre et puis on fera la réponse de Ramatoulaye. Euh, alors moi, quand je suis arrivée, je ne me rendais pas trop compte, mais une semaine après, j'ai eu, on va dire quoi, j'ai eu 2 semaines d'installation, on va dire, où il y a eu ce processus où autant je me suis rendu compte que j'allais passer 2 ans ici de manière positive, je me suis rendu compte aussi que j'allais passer 2 ans tous en ma famille et ça faisait bizarre de ne pas être réveillée par les cris de mon petit frère le matin, tout ça. Et enfin, juste en général, ma famille me manquait beaucoup. Mais c'est vrai que encore une fois, ils étaient là pour moi aussi et mes amis étaient là pour moi aussi parce qu'on était tous dans le même cas et on pouvait en parler. Autant il y avait des coups de blues où je préférais être seule, mais il y avait des coups de blues aussi où j'aimais bien être avec mes amis et juste penser à autre chose. Et voilà, il y a des coups de blues, mais il y a toujours quelque chose qui est là pour nous aider à les gérer. Super. Et toi, Ramatoulaye, t'as un avis là-dessus? J'ai pas vraiment eu de coup de blues, je dirais, parce que je sais pas, je suis habituée à être entourée de personnes, vu que je viens d'une famille avec une famille nombreuse. Donc, en ayant toutes ces personnes autour de moi, ça me dérangeait pas tant que ça. Et j'avais pas ce sentiment de, de vouloir rentrer directement. Donc, ouais, non, pour l'instant, ça va. Ça marche. Alors, je crois que Gaspard est de retour. Du coup, la question qu'on a eue par rapport aux participants, c'est est-ce que vous avez des coups de blues loin de votre famille? Alors, désolé, j'ai un problème de connexion, mais donc moi de mon côté, évidemment, mais je pense en fait, c'est très, il y a des hauts et des bas parce qu'en fait, finalement, on est, quand ça va pas bien, en fait, on a tellement de choses à faire. En fait, on a juste à se vider l'esprit et à faire quelque chose d'autre. Mais moi, de mon côté, je n'ai pas vraiment eu de très gros. Mais oui, enfin, évidemment, il y a des moments où s'il y a des anniversaires des frères et sœurs ou des amis à la maison, c'est toujours triste de ne pas y être. Mais je pense que enfin, ça ne vaut pas l'expérience qu'on est en train de vivre. D'accord. Alors, on a parlé des coups de blues. Est-ce qu'il y a des moments difficiles que vous avez vécus? Et dire, Mathilde? Je suis désolée, est-ce que c'est possible de répéter? J'ai pas bien entendu. Excuse-moi, je pense que ma connexion n'est pas top. La question, c'était, racontez-nous l'un des moments difficiles que vous avez vécu à UWC qui n'est pas directement lié à la pandémie. Du coup, et comment est-ce que tu t'en es sortie? Voilà. Du coup, moi, l'un des moments qui a été le plus marquant, c'était que quand je suis arrivée, rapidement après, donc il y a eu une guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et du coup, c'était assez choquant parce que en vivant en France, il n'y a jamais vraiment eu de guerre directement. Et du coup, dès le début, après le Covid, ça faisait beaucoup. Euh, et surtout parce que j'avais une roommate qui était arménienne. Et du coup, c'était très dur de savoir comment avoir les bons mots et comment gérer ça, parce qu'il y a aussi beaucoup d'Arméniens dans mon lycée. Euh, mais du coup, comme il y a eu pas mal de discussions, peut-être pas assez de mon point de vue, mais il y a quand même eu des discussions, ce qui m'a permis d'en apprendre un peu plus et d'être plus tolérant, d'être plus à l'écoute. Mais ouais, voilà. Ok. Et toi, Gaspard, est-ce qu'il y a eu un moment qui t'a marqué? Alors moi de mon côté, alors j'ai pas eu j'ai pas eu de gros moments parce que ça fait que quelques mois que je suis là. Mais de mon côté, c'est plutôt, je dirais que c'est, en fait,
moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de travail ici, évidemment, que ce que j'avais à la maison. Et je trouve que c'est aussi quelque chose qui change. Et surtout, on ne vit plus avec notre famille, donc il n'y a plus de rythme. Donc, en fait, on peut vraiment décider de travailler quand on veut, ce qui peut être bien ou pas bien. Mais vraiment, moi, de mon côté, c'était plutôt tout ce qui est travail, en fait, et tout ce qu'on a à rendre, sans, en fait, qu'il y ait quelqu'un derrière toi qui dise « fais ci, fais ça ». Voilà. Ok, et Ramatou, Moi, oui. quel a été le moment difficile que tu dirais a marqué? J'ai pas eu de gros moments difficiles non plus, mais juste pour changer mes matières, parce que à un moment donné, j'étais pas satisfaite de ce que j'avais choisi. C'était un peu compliqué parce que tu dois attendre 3 semaines. Et si tu n'as pas envie de suivre cette matière et que tu dois rester pendant 3 semaines, avoir des tests dans cette matière, c'était un peu stressant. Mais vu qu'on a des tuteurs et tutrices, je lui ai demandé, je lui en ai parlé. Et à la fin, j'ai réussi à les changer. Et je conseille quand même d'apprendre mieux sur les différentes matières. Parce qu'il y a certaines matières qu'on n'a pas en France. Et pour ça, il faudrait peut-être demander aux deuxième année et s'informer au maximum pour ne pas avoir à stresser pour changer ces matières. Ça marche, merci. Je pense que ça peut réellement être considéré comme une difficulté. Alors maintenant, on va aller un peu plus vite sur la deuxième partie, qui concerne leur vie d'étudiant et des questions un peu plus factuelles. Donc, premièrement, on va parler de l'arrivée. Carla, comment est-ce que se passe l'accueil des nouveaux dans ton école, par exemple? Carla, est-ce que tu as entendu la question? Ouais, moi personnellement, mon arrivée elle était assez particulière parce qu'il y a eu des problèmes d'avion de retard. On a atterri en Italie au lieu d'atterrir en Bosnie, donc c'était un peu. Je suis arrivée un jour en retard. Mais l'accueil en général pour moi était super. C'est vrai que directement, il y a eu cette connexion avec les deuxièmes années parce qu'il y a eu des activités organisées. Il y a eu cette semaine d'intégration qui nous a permis vraiment de découvrir l'école, mais aussi, moi, je suis dans un campus ouvert, donc de découvrir la ville aussi. Et de découvrir aussi nos résidences. Et enfin, voilà, l'accueil en général est très bien. Je pense que ils insistent beaucoup sur cette connexion entre les premières années et les deuxièmes années. Et surtout pour les premières années, nous, on est tous dans le même cas, on ne connaît personne, on ne connaît rien. Et il y a des activités qui sont mises en place pour qu'on puisse se connaître. Il y a eu des dîners, il y a eu des jam sessions, c'est des concerts, des open mic où tout le monde pouvait chanter, tout ça. Et j'ai trouvé très sympa qu'il y ait eu cette semaine d'intégration juste avant que les cours commencent, parce que ça nous a permis, j'adore, de former des amitiés et de rencontrer aussi nos professeurs, tout ça, avant de rentrer directement dans les cours et de tout enchaîner, notamment par rapport au travail. Et aussi de comprendre un peu plus ce qui était la vie, parce que même si on savait ce que c'était, on n'avait pas vraiment ce regard direct dessus. Donc voilà, la semaine d'intégration pour moi était super et ça m'a permis vraiment d'être un peu plus prête pour la semaine de cours qui arrivait juste après. Super, merci pour ton témoignage. Gaspard, j'ai une question pour toi. Quand tu arrives à l'aéroport, est-ce que quelqu'un est venu te chercher? Alors moi, dans mon cas, oui. Il y a un des profs, c'est le prof de physique qui est venu me chercher. Mais alors, c'est pas tout le temps. C'est-à-dire que là, par exemple, pour repartir à Noël, il faut que faut que je trouve mon propre transport pour aller à l'aéroport, ce qui est beaucoup plus compliqué. Mais je sais que après les grandes vacances d'été, que ce soit cette année ou l'année prochaine, il y a un prof du collège qui vient nous chercher en van. Et en général, on est déjà 8 élèves dans le van pour aller faire l'école. Mais nous, surtout, en fait, le problème, c'est que l'école, elle est à 1h30 de l'aéroport de Venise et que du coup, il y a un vrai trajet. Et que, donc, je pense que c'est pour ça que dans notre école, il y a quelqu'un qui vient nous chercher. Super, merci. Alors Mathilde, du coup, moi j'ai 2 questions pour toi. Premièrement, quelles sont les différences les plus importantes, les plus importantes entre l'IB et le bac français? Et est-ce que tu peux commencer ta scolarité à UWC puis revenir pour faire ta terminale en France, dans un lycée français?
Bah, déjà, la première différence, c'est la langue. Parce que bah, pour moi, en tout cas, c'est en anglais. Je sais que parfois, c'est en espagnol. Euh, et aussi le fait dans, qu'il y ait les CAS, donc créativité, activité et services, qui soient inclus donc, dans le programme. Donc, il n'y a pas que la partie académique, mais aussi tout ce qui est engagement personnel, etc. Il y a aussi pas mal de projets personnels qu'on mène, avec pas mal d'écrits et des rédactions. Et ensuite, non, on ne peut pas faire une année et après retourner faire sa terminale, parce qu'en fait, c'est un programme de 2 ans qui a un suivi. Et donc, les connaissances qu'on acquiert dans la première année nous sont utiles dans la deuxième année. Et justement, pendant les vacances d'été, on peut commencer à travailler sur des projets personnels et se servir des vacances pour faire des stages, des choses qui puissent nous apporter pour nos cours, par exemple. Super, merci. Gaspard, j'ai une autre question pour toi du coup. Est-ce que les écoles proposent-elles toutes les... Alors, je sais que non, parce que moi j'avais hésité entre plusieurs lycées et qu'en fait, dans mon cas en Italie, c'est peut-être pas celui qui a forcément le plus d'options, mais par exemple, nous on a Economics qui n'est pas proposé dans tous les lycées, mais en général, tout ce qui est anglais, il y a forcément en général la langue du pays. Elle est toujours apprise, elle est même obligatoire, il me semble, dans la plupart des collèges, enfin, dans la plupart des lycées. Et, mais non, en règle générale, il n'y a pas il y a pas toutes les mêmes matières dans tous les mêmes lycées. Et forcément, il y a des matières avec beaucoup plus d'options. Enfin, il y a des lycées avec beaucoup plus d'options que d'autres, mais au fond, on arrive toujours à trouver ce qu'on veut à la fin. Ok. Carla, j'ai une question pour toi du coup. C'est quoi la journée type du WC assez rapidement et c'est quoi le rythme des cours? C'est-à-dire la moyenne d'heures de cours, comment ça se déroule? Voilà. Bah, je vais vous raconter une journée type à UWC. Moi, je suis dans un campus ouvert, donc ma résidence, elle n'est pas juste à côté de l'école comme c'est pour certaines personnes. Moi, j'habite à 30 minutes à pied de l'école, donc je me réveille à 6h30 ou à 7h, je marche, je petit déjeuner si j'ai le temps, si j'ai pas le temps, je peux petit déjeuner. Je vais en cours. Des fois, je peux avoir cours toute la matinée, sinon je peux avoir aussi des cours libres où soit je vais dans un café pour travailler ou dans une autre résidence qui est à côté. Après, je vais déjeuner et après, je retourne en cours. Et après, les cours pour moi se terminent à 16h. Soit j'ai des activités après, donc des CAS. Sinon, si j'ai pas d'activité, nous, on a un café très typique à Mostar qui s'appelle Vaino. On passe tout notre temps là-bas. Donc, Pablo, tu connais. Soit je vais là-bas pour travailler, sinon je passe du temps avec mes amis. La plupart du temps, c'est pas le cas parce qu'on a du travail. Et après, faut être rentré pour 9h30 dans nos résidences. Donc, je rentre et après, dans la résidence, encore une fois, je travaille, je passe du temps avec mes amis. Et après, je me couche. Malheureusement, je sais qu'avec l'IP, on se couche plutôt tard avec nos amis, mais on ne fait pas nuit blanche non plus. Mais voilà. Super, merci. Alors maintenant, on va passer à un troisième thème qui est les activités scolaires en dehors de la classe. Et du coup, Ramatoulaye, est-ce que tu peux nous dire combien environ il y a Oui, du coup, il y a pas mal de CAS. extrascolaires proposés dans ton école? Et est-ce que tu as la possibilité de créer tes propres activités? Okay. Du coup, il y a pas mal de CAS proposés dans mon école. On a plus d'une centaine, je dirais. Par exemple, comme créativité, il y a le ciné-club, neurodiversité club ou le cooking club. Comme activité, vous avez African dance, basketball, football, yoga. Et en service, tu peux travailler par exemple dans la librairie du centre-ville ou aller dans des maisons de retraite. Moi, mes classes, c'est decolonize, football dans un club à l'extérieur de l'école. Et Knopunt, ça permet de connecter la culture néerlandaise au campus.
Euh, et c'est possible de créer ses propres activités. C'est pas compliqué, c'est même recommandé par l'école. Si vous avez des idées juste de créer ses propres activités extrascolaires. Super. Bah, vu que tu as parlé de foot, quelle est la place du sport dans ton école, par exemple, et à UWC en général? Il n'y a pas de matière où on fait du sport, comme par exemple en France, où on a le sport comme matière, oui. On a pas mal de terrains à côté de l'école, par exemple des terrains de foot, terrain de basket, de hockey sur herbe. On a aussi une natation, une piscine pour la natation. Et il y a pas mal de sports. C'est plutôt mal. Ouais, ils vous donnent les infrastructures pour que vous puissiez faire votre sport. Ok. Et on cool. a. Ouais. Ok. Et du coup, on parle de sport, mais il faut aussi parler de la vie artistique. Et du coup, Mathilde et Carla, j'aimerais bien avoir votre opinion sur la place des activités artistiques dans vos écoles. Et parce que je sais que vous avez un peu la fibre artistique. Du coup, Mathilde, tu veux bien commencer? Oui, bien sûr. En soi, on donne la place aux activités, c'est comme on le sent, donc c'est personnel. Au minimum, on peut avoir une activité, mais si on veut en faire plein, on en fait plein. Par exemple, moi, je sais que j'ai quasiment que des trucs artistiques. J'ai couture, tricot, poterie, des cours de langue, de débat, de la photographie. Donc, j'ai un peu abusé sur tout ce qui était créativité et artistique. Mais du coup, ouais. Donc, en soi, on donne la place aux choses qu'on veut faire et ça nous donne la chance de tester plein de nouveaux trucs auxquels on n'aurait jamais pensé faire. Enfin, j'aurais jamais pensé tricoter dans ma vie. Et là, dans l'avion, j'étais en train de tricoter aujourd'hui. Donc, bon. Moi, c'est vrai qu'à Mostar, il y a beaucoup, beaucoup d'activités artistiques et la musique en général a une très grande place là-bas. On a des jam sessions presque au moins 2 fois par mois. On se retrouve tous et tout le monde chante. Et à chaque fois qu'il y a un événement, c'est suivi par un concert. Et il y a beaucoup de cases de musique. Ça peut être, il y a un case orchestre ou un case... moi, je suis dans le case de music production. Donc, on se retrouve tous à 5 et on écrit de la musique ensemble. Mais c'est vrai que dans tous les cas, moi, je sais que dans mon école, il y a beaucoup de musiciens. Et donc, moi, je sais que je suis tout le temps entourée par la musique. Et il y a aussi souvent des soirées à thème où les gens aussi jouent de la musique, tout ça. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a de la musique de plein de cultures différentes. On peut avoir des chansons chinoises, des chansons du Népal, des chansons françaises. Donc, ça, c'est génial aussi. Super. Alors maintenant, on va passer à l'autre thème, le 4e thème, qui est la vie dans le campus. Et je vais vous demander d'être un petit peu plus bref pour des soucis de temps. Alors, étant donné qu'on vit dans des résidences et qu'on est plusieurs par chambre, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des moments un peu plus privés et s'entendre bien avec les gens avec lesquels on vit? J'aimerais bien avoir l'opinion de Mathilde et Gaspard. Mathilde d'abord. À mon avis, la communication, c'est ce qui est le plus important. Juste de discuter. Si on veut avoir des temps personnels, on peut juste envoyer un message à sa roommate. Et après, il faut savoir que ça dépend vraiment avec qui vous êtes. Parce que moi, ma roommate n'est jamais dans la chambre. Je me réveille, elle n'est pas là. Je me couche, je me dis c'est 2 heures du matin, elle n'est pas là non plus. Donc, j'ai pas de problème avec la vie privée. Mais en soi, la communication, il ne faut pas avoir peur. Alors, moi, de mon côté, j'ai la plus petite chambre du lycée, mais on est 3 dedans. C'est assez serré, il n'y a pas beaucoup de moments privés, mais en fait, moi, c'est le même cas pour moi. Mes deux roommates, ils sont jamais là. J'en ai un, il vient de Norvège, je sais jamais où il est, et l'autre de Croatie, c'est pareil. En général, on se respecte entre nous. On a un groupe WhatsApp pour la chambre et en général, s'il y en a un qui veut la chambre tout seul pour se reposer, etc., il peut la prendre. Mais vraiment, nous, on n'a pas de problème de communication, tout se passe très bien. Et, voilà, comme ce que Mathilde a dit, il ne faut pas avoir peur de dire dès quelque chose. Super, merci. Ramatoulaye, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre en dehors des cours? Tu nous as déjà parlé de ton casse, mais est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu voudrais rajouter? Du temps libre, c'est très important de prendre des siestes. Ça, c'est vraiment très important. Avant, je faisais jamais de sieste, mais quand je suis arrivée ici, c'est mieux. C'est mieux d'en prendre.
Aussi, je travaille. Tu peux travailler avec un groupe d'amis, ça te motive. Ou bien tu vas voir des amis, tu restes sur leur étage ou tu vas faire un tour dans le centre-ville. Euh, c'est un peu ce que je fais. Super. Carla, qu'est-ce qui se passe si on tombe malade à UWC? Alors, si on tombe malade, moi, ça m'est arrivé, quoi. Ça m'est arrivé 2 fois. Mais moi, alors, premier jour de la rentrée, j'avais une énorme fièvre. Donc, j'ai loupé le premier jour de la rentrée. Mais on a une infirmière qui est là. Enfin, pour moi, c'est un homme. Et on lui envoie un message sur WhatsApp. Ce qui est génial, c'est que c'est hyper facile de communiquer avec l'infirmerie et même avec les profs en général parce qu'on peut leur parler directement sur WhatsApp. Et tu lui envoies un message, tu lui dis, écoute, aujourd'hui, je me sens pas bien, tout ça. S'il faut aller voir le docteur, une voiture vient te chercher et tu iras voir le docteur. Ou la plupart du temps, moi, ma résidence, vu qu'elle est loin, souvent on va me chercher. Je vais à l'infirmerie, on me donne des médicaments, je me fais examiner tout ça. Et après, si c'est par exemple, si on n'est pas bien mentalement aussi, on peut prendre quelque chose qui s'appelle un personal day. Souvent, ça faut. Ce qui est pas très génial, c'est qu'ils nous demandent de demander 3 jours à l'avance. Bon, on peut pas trop savoir si on va pas être bien dans 3 jours, mais on peut demander à voilà pas aller en cours histoire de se retrouver mentalement, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile et encore une fois, on est entouré de gens constamment, donc s'il faut se retrouver seul, les personal days c'est parfait parce qu'il y a personne, vu que tout le monde est en cours. Mais c'est très facile pour revenir à la question, c'est très facile de communiquer avec l'infirmière pour pouvoir louper les cours si on est malade. Super, bah, merci pour ton témoignage. Alors Mathilde, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu as pu découvrir l'Arménie, enfin la ville où est situé du coup ton UWC, grâce à l'école? Donc, je vais peut-être pas être la meilleure personne pour répondre à cette question parce qu'à cause du Covid, j'ai pas pu sortir beaucoup. Mais il y a quand même eu beaucoup de. Ils ont quand même essayé de nous faire apprendre un peu la culture. Donc, déjà, de la semaine d'intégration, il y a eu des discussions sur l'Arménie. On a des cours de langue et on a aussi des voyages organisés. C'était sur 3 jours euh, où on a pu aller un peu dans d'autres villes pour visiter. Mais après aussi, je sais que la plupart des élèves, pendant les vacances, on reste tous 1 semaine ou 2 semaines dans la capitale. Et donc, c'est un bon moyen d'apprendre la culture. Super, merci. Bon, là, on va passer à l'avant-dernière partie qui est sortir du campus. Ramatoulaye, est-ce que tu peux sortir librement du campus le week-end, par exemple, pour visiter? Je sais que tu en as un peu parlé, mais tu peux nous en dire plus? Alors, au début, c'était génial parce que comparé à Paris, il y avait zéro mesure. Euh, Personne portait le masque, même dans les magasins. Donc, c'était le week-end, tu peux aller dans le centre-ville et un peu partout, mais maintenant, avec le Covid, on n'est pas censé être dans le centre-ville parce qu'il y a deux floors, l'anglais qui commence. 2 étages en quarantaine. Donc, on a une certaine restriction. Mais sinon, oui, c'est plutôt C'est libre. plutôt libre, quoi. Vous avez le droit d'aller sortir en ville, faire votre shopping. Voilà. Oui, mais il y a un couvre-feu à minuit. Ok. Et du coup, hors Covid, Carla, Mathilde, est-ce que vous pouvez revenir en France pendant les vacances? Et combien de temps elles durent, ces vacances? D'abord, Carla. Ouais, pardon, je suis désolée, je suis dans un appart avec beaucoup de gens et je leur dis de me laisser tranquille, mais ça ne marche pas. Le retour en France, moi j'ai de la chance, ça se passe très bien. Même si on est vacciné, il faut faire un test PCR qui coûte très cher, mais bon, on n'a pas le choix. Voilà, moi je rentre demain, je prends un avion et ça va se passer, j'espère, pas comme à l'aller, mais en tout cas par rapport aux autorisations, tout ça, c'est très facile. C'est vrai que moi, mon école est en Europe, donc par rapport aux déplacements, tout ça, c'est pas si compliqué que ça, j'ai de la chance. Et voilà, il y a juste le test PCR à prendre, le permis de résidence et son passeport, mais sinon, pour moi, c'est assez facile. Super, Mathilde. Ouais, pareil pour moi. Par contre, le truc, c'est que j'ai que 2 vacances dans toute l'année.
Et un temps français, c'était vraiment dur au début parce que, je sais pas, je me rappelle qu'on avait des vacances toutes les 5 semaines. Mais du coup, maintenant, c'est des longues vacances parce qu'en hiver, j'ai 1 mois et 1 semaine et en été, j'ai 3 mois, un truc comme ça. Du coup, ouais, pareil, je rentre. Bah, là, je viens de rentrer en France aujourd'hui. Et voilà. Super, j'espère que tu profites de ta famille. Gaspard, j'ai une autre question pour toi. Donc, pendant les vacances scolaires, est-ce que c'est possible de rester sur le campus et sous quelles conditions? Alors, à ce que je sache, nous, l'année dernière, il y avait eu le Covid. Du coup, tous les élèves sont restés sauf 5 qui ont réussi à repartir. Mais cette année, pour Noël, ils ferment le collège. Ils le ferment complètement. Ils le ferment complètement. Enfin, ils espèrent. Pour l'instant, on n'a aucun cas. On a très peu de cas cette année. 2 ou 3 dans l'année. Mais non, là, pour Noël, ils comptent le fermer. Et donc, il y a 3 options. Soit, dans mon cas où je peux rentrer, il n'y a pas de problème. Et dans ce cas, moi, je rentre dans ma famille. Soit, si on ne peut pas rentrer et qu'on a quelqu'un un ami qui peut nous accueillir, il y a cette option-là. Ou sinon, finalement, il y a aussi des host families où on va vivre avec des gens. Donc, en général, nous, dans notre lycée, c'est plutôt en général, il y a des familles de ménage qui accueillent des jeunes ou aussi parfois, c'est plutôt rare, mais des profs s'ils peuvent. Et sinon, c'est des contacts de l'école. Et nous, ce qui est sympa, c'est que c'est à travers le pays. Donc, je sais que j'ai un ami qui part à Milan pour les vacances de Noël, un autre à Rome. Donc, voilà. Ouais, c'est sympa ça. Ok, là on va passer à la dernière partie qui parle malheureusement du Covid parce que c'est important d'en parler, surtout quand vous envoyez vos enfants à l'étranger. Donc Gaspard et Mathilde, comment est-ce que la Covid a été gérée par votre école? Tu peux commencer Gaspard, puis on donnera le mot final à Mathilde. Alors moi, de mon côté, c'est hyper bien géré. Donc, on peut aller. Alors là, le gouvernement italien a géré un peu les règles, donc le masque est obligatoire partout. Mais dans nos résidences, c'est pas obligatoire, évidemment. Donc dans la rue, c'est obligatoire depuis une semaine maintenant. Mais l'école, en fait, là, il y a 2 ans, quand le Covid commence, ils avaient racheté un nouvel immeuble pour le rendre comme une résidence parce qu'ils allaient en détruire un ancien. Et en fait, ils ont gardé les 2 résidences. Et du coup, en fait, on a une résidence pour les gens qui ont le Covid. En fait, c'est super bien. Dès qu'il y a quelqu'un qui est positif, ils sont envoyés dans cette résidence-là, qui est hyper sympa parce qu'en fait, c'est un ancien hôtel. Du coup, alors évidemment, c'est dur d'être en confinement, mais c'est plutôt sympa d'avoir une belle résidence. Et en fait, tous les cas contacts, donc en général, c'est les roommates qui sont envoyés. En général, s'il y en a un, il sera envoyé tout seul. S'il y en a 2, ils ont le droit d'être dans la même chambre pendant qu'ils sont confinés. Et après, sinon, évidemment, si un prof attrape le Covid, les élèves ne sont pas confinés parce que par la loi, on est obligé de porter le masque dans les salles de classe. Et du coup, en fait, il y a très, très peu de cas contacts quand quelqu'un est positif. Et l'école le gère super bien. Je sais que l'année dernière, quand toutes les écoles étaient fermées, celle-là était la seule qui faisait encore des cours dans les classes. Et en général, les profs respectent les règles, les élèves aussi, et tout se passe bien. Vraiment, cette année, on a eu très peu de cas. C'était juste au début, en arrivant, évidemment, c'était un peu compliqué. Mais là, nous, maintenant, on peut sortir et on peut partir la journée où on veut. La règle, c'est one day trip away. Et vraiment, pour l'instant, on n'a aucun cas, on n'a aucun symptôme, tout le monde est vacciné. C'est vachement bien. Super. Mathilde, pour finir? Du coup, moi, je pense que comparé à d'autres lycées, le mien est assez strict parce que j'ai jamais eu de journée où je sortais par moi-même toute seule. Mais du coup, nous, on a besoin des masques obligatoires. Et c'est pareil pour les profs, port de masques obligatoires également. Enfin, c'est assez strict. Mais du coup, on espère que donc, le prochain semestre, on puisse avoir un peu plus d'autonomie et de sortir un peu plus. Mais du coup, j'ai un lycée qui est assez prudent et on y va un peu étape par étape. Écoutez, je pense que c'est tout. On a en plus épuisé notre temps de parole, je crois. Je tiens à remercier infiniment chaque participant de cette table ronde et j'espère que ça vous a permis d'avoir une expérience ou un point de vue sur cette expérience, malgré le fait que c'était teinté par le Covid. Et voilà. Du coup, merci beaucoup à tous. Merci Rabia. Donc, soyez les bienvenus maintenant à la table ronde des anciens élèves de UWC.
pour ceux qui nous écoutent, ça peut sembler un peu de trop, puisque la plupart, vous voulez rentrer. Mais je vous assure qu'écoutez, ceux qui nous disent c'est 6 personnes, et on a beaucoup de chance parce qu'on a voilà, vraiment une fourchette des gens qui sont anciens élèves depuis très longtemps et d'autres depuis très peu. Donc, vous allez pouvoir les écouter, dire comment ça a marqué leur vie, le fait d'avoir fait l'IB et UWC. Donc, avant de poser la première question, je me présente, je m'appelle Amaya et je suis la maman d'une fille qui est à Dilijan. Donc, malheureusement, je n'ai pas fait UWC et je suis mort de comment on dit, envidia, de jalousie, voilà, de jalousie, de ne pas l'avoir fait. Et je vais vous expliquer d'abord qu'est-ce que ça veut dire alumni, parce que UWC, il a ses propres vocabulaires, et moi, quand je suis arrivée, la moitié des mots, je ne les comprenais pas. Donc, alumni, ça veut dire ancien élève, tout simplement. Donc, aujourd'hui, on va écouter à 6 anciens élèves avec des parcours différents après l'IB, aussi avec des expériences différentes dans l'IB. Et je vais leur demander de se présenter en commençant par le plus sage, que c'est François. Le micro, François. Oui, alors moi, c'est François-Paul Cavalier. En fait, à mon époque, il n'y avait pas de IB, hein, c'était le A-Level. Moi, je suis donc alumni de Atlantic College. Au sortir de l'université, enfin après avoir fait mes 2 années à Atlantic College, eh bien, j'ai monté une maison d'édition que j'ai gardée pendant 15 ans avec une galerie d'art. Et puis, au bout de 15 ans, je suis retourné sur les bancs de l'école pour devenir formateur hospitalier et psychothérapeute de traumatisme de guerre. Voilà. Et disons que l'expérience du WC, ça m'a d'abord apporté une très grande permission de changer les choses de ma vie, et notamment puisque j'ai fait au moins deux métiers, hein. Et cette expérience a vraiment axé ma vie sur le soin aux autres, puisque maintenant que je suis à la retraite, hein, ça fait 56 ans que j'ai quitté UWC, ben, je fais encore des missions bénévoles en Inde du Sud et en Afrique. Et voilà. Et alors moi, à l'époque, j'avais fait ce qu'on appelait les CAS là-bas. J'avais fait un mémoire sur le National Health Service, c'est-à-dire le service de santé anglais. Et donc, j'ai fait des stages hospitaliers, aussi bien en service d'urgence qu'en maternité, en neurologie, en psychiatrie. Et ça a véritablement orienté toute ma carrière. Voilà. Mais c'est vrai que c'était une autre époque. Et bon, il y a beaucoup de choses que vous faites maintenant dans les UWC et qu'on ne faisait pas du tout à l'époque. On était 16 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et tout était orienté sur tenter de faire la paix entre les nations d'Europe. Voilà. Merci. Hélène ? Bien, merci. Donc moi, je suis 82-84 UWC USA. On a ça en commun avec François, c'est qu'on a ouvert nos collèges. On a fait partie des promotions qui ont ouvert nos collèges, puisque François, tu fais partie de la toute première année du tout premier collège. Voilà. Et moi, je fais partie de la toute première année du collège américain. C'est un petit côté pionnier qu'on a eu dans nos expériences qui est quand même particulier. D'autres collèges l'ont vécu plus tard aussi. Et peut-être parmi nos panélistes, c'est quelque chose où moi, j'ai eu cette incroyable chance finalement de participer à une promotion qui a créé ces rituels, qui a créé ces façons de se connecter à l'environnement. On nous voyait arriver en plein pays Navarro du Nouveau-Mexique comme des fils et des enfants de riches tout le temps. C'était l'image qu'il y avait. Et tout d'un coup, la rencontre a été quelque chose d'absolument extraordinaire. On s'est rendu compte qu'on était des jeunes comme les autres, hein, avec nos différences. Il y en avait qui avaient eu leur première paire de chaussures à l'âge de 14 ans. Il y en avait, voilà, c'était finalement des enfants comme les autres, venus de plein de milieux différents. Et la rencontre avec les cultures Navarro, Chicanos du Nouveau-Mexique a été quelque chose, moi, qui m'a foncièrement marquée. Et qui m'a je crois que c'est une des choses très importantes que je retire et qui marque encore ma vie aujourd'hui. C'est en plus de ce que disait
François, puisqu'on était en pleine guerre froide, finalement encore au lendemain de la guerre froide, et on parlait encore du bloc Est-Ouest. Il y avait encore Brejnev, il est mort pendant que j'y étais. Et donc, du coup, on disait, c'était conflict resolution, c'est l'apogée de ce qu'un UWC peut faire dans le monde. Et ça m'a marqué pour le reste de ma vie. Aujourd'hui, je suis une spécialiste des cultures collaboratives, de passer dans des zones vertes collaboratives le plus possible. Et dans la rencontre des différences, comment elle peut être une telle source de richesse et de paix et de croissance et d'engagement, finalement, pour un monde meilleur. Alors, on peut appeler le monde meilleur celui qu'on veut. Hein. Moi, il a un visage. Ce monde meilleur, c'est celui où on se parle, où on se respecte, où on s'inclut, très inclusif. C'est des mots qui sont devenus beaucoup plus à la mode aujourd'hui dans le monde moderne. Donc, moi, ce que ça a impacté radicalement, c'est une vision du monde où je me suis découverte par similitude et différence avec toutes les cultures. J'en suis devenue coach, d'ailleurs, dans ma vie, sur cette appropriation des différences. Et surtout, ça m'a donné une sensation que je suis responsable de ma vie, que je peux choisir ma vie, quelles que soient les contraintes qu'il y a autour, et transformer ces contraintes en incroyable opportunité de découverte, de dépassement de soi et de contribution avec les autres à ce qui nous entoure. Ça, je peux dire que c'est vraiment le point clé de en quoi ça m'a marqué. Merci beaucoup, Hélène. On va continuer avec Joydeep, qui est partie de UWC il y a 26 ans, je crois. Donc, en quoi cette expérience a transformé ta vie, Joydeep? Merci beaucoup. Merci à tout le monde pour être avec nous ce soir. Et juste pour commencer, c'est déjà incroyable. C'est un samedi soir et on a 75 personnes qui sont autour de ce webinaire. Ça montre la force de notre communauté. Et pour moi, UWC, c'est ça, c'est la communauté. Moi, je fais UWC Pearson College au Canada. D'après moi, c'est le plus beau campus UWC au monde parce que vous êtes au bord du Pacifique. Moi, j'ai quitté une école. Moi, j'ai grandi en Inde et j'ai quitté une école qui était catholique, très traditionnelle, avec les bonnes sœurs autrichiennes, avec une homogénéité totale. Et tout d'un coup, UWC était complètement différent. J'étais dans une chambre avec 3 autres élèves qui venaient de Bulgarie, Thaïlande et Irlande. Donc, tout d'abord, c'est un choc culturel. Et ensuite, toutes les valeurs, les préconisations sur les autres. J'ai jamais rencontré, par exemple, quelqu'un du Pakistan. Et toute ma vie, j'avais cru que les Pakistanais, c'était l'ennemi. Et c'était la première fois, être en face d'un Pakistanais, c'était incroyable pour moi. Et ensuite, ce qui était marquant, c'est cette continuité de cette communauté. C'était jusqu'à aujourd'hui, ce sont mes meilleurs amis avec qui je reste connecté. Et après UWC, c'est avant d'aller partir à UWC, j'ai pensé que j'avais toute ma vie planifiée. Donc, j'étais bon élève, j'allais faire la médecine, je vais devenir bon médecin et ça. Et ensuite, c'est la génie de UWC, c'est le fait que tout était possible en fait. Donc, j'ai étudié économie après, ensuite relations internationales. J'ai travaillé un peu dans droit de l'homme. Donc, j'ai travaillé dans la campagne pour établir la Cour pénale internationale à La Haye. Et ensuite, je suis devenu avocat dans un cabinet américain à Wall Street. Et donc, c'est vraiment des expériences très différentes. Et il y a 10 ans, je suis en France, donc je travaille dans un cabinet américain en tant qu'avocat international. Et j'ai la chance de chaque jour de vivre la vie UWC parce que je suis né dans un pays, j'ai étudié dans d'autres pays, et là, je suis en France. Et pour moi, ce qui me pousse chaque jour, cette expérience, c'est le fait qu'on ouvre les portes aux autres. Donc, pour moi, c'est incroyable qu'on a dans une seule classe l'enfant du PDG, on peut avoir un réfugié, on peut avoir un prince. C'est ça UWC. Donc, on a cette accessibilité, cette diversité, de vraie diversité sociale, économique, culturelle qui est marquante. Voilà. Merci beaucoup, Joydeep. On va faire un saut maintenant et on va demander à Rabia, que ça fait 3 ans, je crois, qu'elle est partie de UWC. Rabia. Du coup, j'espère que les gens n'auront pas marre d'entendre ma voix. Mais du coup, moi, j'ai fait UWC Atlantic College de 2017 à 2019, donc c'est assez récent. Actuellement, je suis étudiante à Sciences Po en 3e année
Et dans le cadre de cette année à l'étranger, je fais pour l'instant un stage au Parlement européen à Bruxelles, du coup, pour un député français. Et normalement, si tout va bien, si Covid le permet, j'irai pour un échange en Corée du Sud en février. Voilà, si tout va bien. Alors, UWC, qu'est-ce que ça m'a apporté? Je pense que je peux parler avec un peu moins de recul que ceux qui viennent de partager leur expérience, parce que 3 ans, c'est pas beaucoup. Par rapport à eux, mais 3 ans, il s'est passé beaucoup de choses en 3 ans. Personnellement, je pense que ce que ça m'a appris réellement, c'est qu'on est tous un peu ignorants de la condition des autres. Et réellement, ça m'a apporté un parcours de déconstruction que j'aurais jamais pu avoir si je n'étais pas confrontée à la différence culturelle, socio-économique. Et je pense que cette déconstruction, elle a commencé à UWC et je me suis rendu compte qu'elle ne se finit jamais. C'est un parcours de vie et ça m'incite en fait à poursuivre cette déconstruction en allant toujours à la rencontre de la diversité. Et ça, je pense que c'est une leçon de vie. Ça a aussi changé ma vie parce que ça m'a permis d'explorer plusieurs de mes identités. Moi, je suis née en France et je suis française, mais j'ai grandi au Maroc. Et donc, ça m'a permis en allant à UWC en tant qu'ambassadrice de la France, de me rendre compte que je pouvais être plusieurs choses en même temps et d'explorer mon identité au sein d'une communauté qui était bienveillante et encourageante et qui acceptait justement les différences. Et ça, c'était absolument merveilleux. Et finalement, au contact de l'autre et à UWC, j'ai réussi à repenser le caritatif parce que souvent, quand on pense caritatif, ça se transforme un peu en une sorte d'autogratification. C'est hyper facile de tomber dans ce piège. Et moi, je sais qu'une expérience qui m'a marqué le plus, c'était mon CAS de musicothérapie. Donc, on allait en fait dans des maisons de retraite faire des sessions de musicothérapie à des personnes âgées qui étaient souffrantes d'Alzheimer, par exemple. Et c'était une expérience tellement enrichissante et humainement enrichissante. Et j'ai découvert ce que c'était vraiment l'altruisme complet parce que c'était une expérience difficile émotionnellement, mais ça m'a permis justement de repenser le caritatif et de sortir de cette auto-gratification. Voilà. En tout cas, c'est ces 3 choses que WC m'a apporté et ça restera pour toujours une expérience qui m'a marqué, qui me marquera. Et aujourd'hui, j'essaye toujours de parler de cette expérience pour impacter les gens autour de moi aussi à travers ça. Merci. Pablo? Oui. En quoi t'as marqué ton expérience UWC? Bon, rebonjour à toutes et à tous. Je dirais que quelque chose qui m'a marqué, qui me marque quotidiennement, c'est le fait d'être beaucoup plus concerné et de vivre beaucoup plus intensément ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire que avant, s'il y avait une guerre dans un pays étranger, loin de la France, ça me frappait. Voilà, je me disais, oh, c'est horrible, mais j'étais quand même assez étranger à tout ça. Et avec UWC, on connaît des gens du monde entier. Et du coup, quand on finit l'expérience, et même quand on est là-bas, quand il se passe des choses, même si c'est au Venezuela, en Afghanistan, en Éthiopie, on met un visage sur ces pays. Et on se rend compte qu'il y a des gens qui souffrent et on met un visage en fait sur cette souffrance. Et donc, ça nous rend, en tout cas dans mon cas, ça m'a rendu beaucoup plus curieux. Ça m'a donné une soif d'en savoir toujours plus et aussi d'appeler mes amis qui étaient dans ces pays, de ces zones de conflit ou essayer de les aider. Et donc, ça, c'est un enrichissement quotidien. Et je dirais que c'est ce que UWC m'a donné de plus précieux. Ce fait de pouvoir mettre un visage à beaucoup de choses qui, avant UWC, me paraissaient très lointaines. Et donc, oui, une conscience est beaucoup plus globale, quoi. Merci beaucoup, Pablo. Donc, le dernier à intervenir, c'est notre Benjamin, Rémi, alumni depuis 1 an. En quoi ça t'a marqué UWC? Donc, bonjour, je m'appelle Rémi. Donc, moi, j'étais à UWC Dilijan et donc j'ai obtenu mon diplôme en juin 2021 et je suis actuellement en première année de médecine à l'Université de Rennes en France. Et ce que UWC m'a apporté, c'est vraiment une ouverture d'esprit
exceptionnel parce que du coup, moi, avant UWC, j'avais jamais eu la chance de voyager à l'étranger. Et UWC m'a permis en fait de rencontrer des cultures dont j'avais jamais entendu parler avant qu'on me parle du WC. Et donc, ça m'a permis vraiment d'ouvrir mon esprit à un point que je n'imaginais même pas avant de faire UWC. C'est rencontrer par exemple des gens qui viennent des quatre coins du monde et écouter leurs histoires. C'est aussi discuter sur des sujets très variés, donc avoir différentes opinions. Donc, j'ai du coup maintenant, après 2 ans du WC, vraiment une pensée qui est différente. Et je m'identifie à ce que Rabia a dit, c'est la déconstruction vraiment. Parce qu'en tant que bon Français, avant de partir, je n'avais jamais pensé à d'autres pays, à d'autres cultures. Et maintenant, quand je vois, je ne sais pas, un fait divers à l'international, je suis capable d'imaginer comment d'autres cultures auraient réagi, comment je pense à mes amis du coup de ces cultures, comment eux vont réagir. Et donc, c'est ça, en fait, c'est une richesse d'esprit qui est incroyable. Et c'est la beauté des autres cultures. C'est en fait, maintenant, je suis français, mais plus à l'international, si je puis dire. En fait, je m'identifie à beaucoup d'autres cultures que je connais un peu mieux maintenant. Merci beaucoup, Rémi. Bon, pour que vous ne croyiez pas que tout est merveilleux, on va poser maintenant une question par rapport aux moments difficiles dans le post-UWC. Donc, on va demander aux plus jeunes, puisque la mémoire humaine a tendance à embellir le passé, qu'ils fassent un effort. Et donc, Rabia et Rémi, que vous partagez avec nous un moment difficile après l'expérience de UWC. Alors, pour ma part, j'ai un souvenir assez vif du jour où je suis partie, parce que c'était un moment assez triste. C'est un moment où on sait que plus jamais ne sera pareil, rien ne sera pareil, quoi. Et donc, on est un peu mélancolique. Et je pense que j'ai vraiment beaucoup pleuré ce jour-là. Et c'est un moment difficile. Après, avec le recul, du coup, et c'est un peu un impact de ça, je pense que garder contact avec ses amis et revoir ses amis du WC, souvent, surtout ceux qui sont loin, c'est très difficile. À cause du décalage horaire, à cause de la vie, du fait que voilà, chacun va qu'à ses occupations, rencontre de nouvelles personnes et du coup, c'est toujours difficile. Mais je suis sûre que si on se revoit, même après 10 ans de non-contact. Merci. Rémi, s'il te plaît. Je pense que l'amitié sera toujours aussi belle. Voilà. Pardon. Pour ma part, du coup, pour moi, ça a été à la rentrée universitaire. Donc, quand je suis rentré à l'université, en fait, j'ai pas eu, en tout cas, pas à ma connaissance, il n'y a pas d'autres personnes qui ont fait UWC ou alors je ne les ai pas encore rencontrées. Mais du coup, je me suis senti un peu seul parce que personne n'avait le même parcours que moi. Tous mes camarades, en fait, ont fait le parcours scolaire français habituel. Donc, je ne pouvais m'identifier à personne et c'est de là aussi que j'ai réalisé que du coup, oui, rien n'allait plus jamais être pareil, entre guillemets. Je ne rentrais pas juste pour faire ma 3e année de l'IB. Non, je rentrais à l'université, j'étais seul, du coup, je ne pouvais m'identifier à personne. Et UWC, c'est un peu comme une bulle. On est vraiment assez protégé, on est avec nos camarades qui viennent des 4 coins du monde, c'est merveilleux, c'est magnifique. Et moi, ça a signé un peu cette rentrée, ça a signé un retour au monde réel, si je puis dire. Et voilà, donc j'ai rencontré des gens formidables, mais c'est différent des gens que j'ai rencontrés à UWC. Et donc, c'était un peu un moment dur et c'est là vraiment que j'ai réalisé que UWC, c'était fini. Mais comme l'a dit Rabia, garder contact avec ses amis qui sont aux 4 coins du monde, c'est primordial et ça aide. Bien sûr, ça aide à garder la forme et voilà quoi. C'est des souvenirs qui restent quand même très bons. Merci Rémi. Je crois que François voulait ajouter quelque chose. Oui, moi pendant que j'étais à Atlantic College, il y a eu l'assassinat du président Kennedy et ça a provoqué vraiment un mouvement très intéressant dans le collège parce que c'était l'époque du rideau de fer, donc nous n'avions aucun élève qui venait des pays communistes. Directement. Et il y a eu des groupes qui se sont formés pour voir comment
on pourrait éventuellement créer des contacts avec des jeunes de notre génération qui soient de l'autre côté du rideau de fer, soit en Russie, soit en Europe de l'Est, pour essayer justement de créer une situation intermédiaire face à la grande peur que l'on avait. Bon, il y avait les événements de Cuba aussi et tout ça, de voir que nos deux mondes allaient risquer de se confronter sans qu'il y ait aucune négociation possible au niveau des jeunes de notre génération. Voilà, c'est ce que je voulais dire parce que c'était vraiment un événement très important à l'époque. Merci François. Hélène veut intervenir? Oui. Oui, moi, c'est lié, le plus mauvais moment que j'ai vécu, ça a été le moment où deux personnes de ma promotion, enfin une de ma promotion et une de la promotion d'après, la deuxième année, la première année quand ils sont arrivés, et c'est quasiment en même temps, ont dérogé à des règles du collège, vraiment. N'ont pas respecté des règles du collège très importantes, ils ont volé par exemple, et ça a été un moment de rupture terrible parce que c'est vrai qu'on se lie d'amitié très profonde, très proche, et qu'on sent ça comme des trahisons. Enfin, moi, je l'ai ressenti, et beaucoup de mes camarades l'ont vécu comme une trahison. Et à la fois, on était déchirés entre le fait qu'ils partent, et puis en même temps que c'était juste qu'ils partent. Ils avaient trahi le contrat. Ils nous avaient trahi nous aussi, puisque c'était entre nous qu'ils volaient, finalement. Et pas en dehors du campus, ce qui est répréhensible aussi. Et en fait, c'est vrai qu'on était espèce de partage, on a rencontré là, moi j'ai rencontré pour la première fois le dilemme dans mes valeurs, entre ma loyauté, ma fidélité au contrat, etc., et puis ma fidélité aux gens, alors avec envie de leur pardonner, envie de leur dire, mais pas forcément pourquoi tu as fait ça, mais est-ce que tu peux changer? Et en fait, ça a été un moment extrêmement de maturité très importante pour moi, qui m'est restée pour le reste de ma vie sur ce dilemme, les conflits de valeurs. Et le conflit de valeurs, il est au cœur de toute notre vie. Quand on a tranché dans un sens ou dans l'autre, j'ai incroyablement grandi à ce moment-là. Merci beaucoup Hélène. Alors pour le reste de la table ronde, il nous reste 10 minutes, donc il va falloir qu'on accélère. Je vais poser des questions maintenant un peu plus techniques. Certaines d'elles, elles sont basées sur les questions que vous nous avez posées, c'est-à-dire ça vous intéresse directement. Et je fais un petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas du tout le diplôme IB. C'est une formation en 2 ans qui correspond à la première et la terminale. Elle existe depuis 1968. En mai 2020, 170 000 candidats ont passé l'IB dans 3 000 écoles et 146 pays. Ça veut dire que ce n'est pas seulement à UWC qu'on le fait. Et le nombre total des alumni du IB dans le monde est de 2 300 000 personnes. Une fois dit ça, je vais demander à Pablo une question qui revient souvent. Est-ce que c'est sérieux, l'IB? Oui. Je dirais que c'est très sérieux et que c'est très, très, très enrichissant. Et on approfondit énormément. C'est-à-dire que déjà, on a beaucoup moins de matières que dans le système français. On a 6 matières, donc on approfondit beaucoup. Comme l'a dit François, un de ces exemples de l'approfondissement, c'est qu'à la fin de notre première année et durant notre deuxième année, on doit rédiger un mémoire sur un de nos 6 matières, ce qui permet d'aller encore plus loin. Et ensuite, les profs sont aussi excellents. Dans le cas de Mostar, en Bosnie-Herzégovine, par exemple, c'était souvent des anciens élèves qui étaient très formés, qui étaient très, très spécialistes d'un sujet, qui revenaient pour en quelque sorte redonner à l'école l'opportunité, pour remercier de Bol-UC l'opportunité que leur avait donnée l'école. Et du coup, ils étaient très jeunes, très dynamiques. Ils restaient souvent là-bas 2-3 ans, mais ils étaient très bien formés. Du coup, je dirais que l'IB et aussi les gens qui enseignent l'IB, c'est vraiment d'un niveau excellent. Merci beaucoup. Il y a une autre question sur où vont étudier les élèves de UWC après l'obtention du bac. Éléonore, tu veux nous répondre?
d'une manière générale, comme chacun vient de tous les pays dans le monde, les destinations universitaires sont vraiment très, très variées. Mais je pense qu'il y a une très grosse proportion qui va soit aux États-Unis, soit en France, soit au Royaume-Uni. On a beaucoup, notamment à UWC France, d'alumni qui vont à Sciences Po, comme Pablo et Rabia. Moi, personnellement, je suis allée aux États-Unis et j'ai eu la chance d'avoir une partie de mes études financées par Shelby Davis, qui est un donneur philanthrope américain qui a dédié une partie de sa fortune à financer les études des alumni du WC. Peut-être qu'on y reviendra plus tard. Mais voilà, donc il y a un parcours, énormément de possibilités après l'IB et c'est très varié de manière générale. Mais il y a aussi des gens qui reviennent en France, évidemment, pour aller soit à la fac, soit en prépa. Merci. Une question maintenant pour Rémi. Quelles sont les aides pour l'orientation? Donc, dans chaque école UWC, en fait, c'est comme en France, on a un conseiller pour l'orientation. Et donc, en fait, environ au second semestre, on commence à avoir des entretiens avec lui. Et donc, selon nos envies, selon ce qu'on va faire plus tard, ce conseiller en fait, va nous aider et va nous guider à travers la multitude d'universités à travers le monde. On a beaucoup aussi de présentations d'universités, les choix des diplômes en fait, qui sont faits. Alors, ça peut être en ligne ou ça peut être aussi les universités qui vont venir démarcher directement dans le lycée UWC. Et donc, c'est très bien fait. Le conseiller, normalement, a beaucoup de contacts. Donc, il nous aide en fait dans le processus d'admission et il nous explique en fait par chaque pays comment cela va se passer. Et il y a aussi les anciens élèves qui peuvent nous aider pour l'orientation. Et par exemple, si on va aller dans une école et on regarde si un ancien élève de notre UWC est allé dans cette école. Et si oui, on peut le contacter. Et c'est aussi une aide pour l'orientation pour plus tard pour les universités. Merci beaucoup. Il y a une question par rapport à Parcoursup que je vais répondre directement. Et on demande si tu peux t'inscrire sur Parcoursup. La réponse est oui. Il y a une équivalence qui se fait automatiquement et donc il est reconnu en Parcoursup. Et avec ça, j'enchaîne avec une question. Comment sont perçus l'IB et UWC parmi les universités, les prépas et les grandes écoles en France? Rabia, s'il te plaît. Oui, alors moi je sais qu'en tout cas dans les grandes écoles, vu que je suis à Sciences Po, l'IB est très reconnu. Donc à Sciences Po, à la Sorbonne aussi. Les autres, je suis un peu moins sûre, mais ça l'est parce que c'est une formation assez complète. Après, pour les sciences ou pour la médecine, il faut faire attention parce que peut-être qu'il faut faire y passer un concours ou une équivalence. Donc peut-être que Rémi pourra me compléter là-dessus vu qu'il fait médecine. Mais en général, pour les sciences sociales, l'histoire, la philosophie, tout ça, c'est assez flexible et c'est reconnu. Et en général, les profils aussi UWC sont des profils qui sont appréciés parce que les activités extrascolaires qu'on fait en général sont vraiment valorisées. Et du coup, c'est un profil qui est en général recherché dans les grandes écoles. Merci. Rémi, tu peux compléter? Et oui, donc l'IB est reconnu en France comme un diplôme secondaire au même titre que le baccalauréat français. Et moi, je sais que certaines universités plutôt de province ne connaissaient pas trop l'IB. Donc, dans mes lettres, j'expliquais ce que c'était. Je donnais toujours mes bulletins et j'expliquais à quoi ça correspondait. Non, je n'ai pas eu 7 sur 20, mais 7 sur 7, par exemple. Donc, voilà, j'ai expliqué. Mais c'est vrai que les grandes universités, plutôt comme la Sorbonne, les universités à Paris, vont plus être au fait justement de ce qu'est l'IB et de ce que sont justement ces profils internationaux. Moi, je sais qu'à l'université à Rennes, on a quand même quelques étudiants étrangers, des étudiants d'Espagne, de Chine par exemple. Et donc, mon université quand même connaissait ce que c'était l'IB. Et je sais que moi, il y a marqué baccalauréat étranger admis en équivalence. Donc, c'est comme si j'avais le bac français, mais c'est un bac étranger, mais reconnu et considéré en France. Merci beaucoup. Une question pour Pablo. Quelle a été ton expérience de retour en France après UWC, du point de vue non académique? C'était assez difficile parce qu'on tisse des liens très forts quand on a eu à UWC pendant 2 ans. Et du coup, voilà, mes amis me manquaient beaucoup. Comme l'a dit Rabia, il y avait le décalage horaire. Donc, ce n'est pas toujours simple pour appeler et encore moins pour se voir. Du coup, je dirais que c'était assez délicat. Puis ensuite, il y avait aussi le Covid. Donc, ça a rendu encore un peu plus difficile.
Mais justement, on mûrit beaucoup aussi pendant ces 2 années à IWC. Et ça permet, voilà, après 5-6 mois d'être un peu dans le mal, on est mieux et on continue et on fait des nouvelles amitiés et on en garde certaines de IWC et là, ça va très bien, quoi. Merci Pablo. Donc, il nous reste très peu de temps. Je vais demander à François, Hélène et Joydeep, dans cet ordre, quelle a été votre expérience d'intégration dans vos universités après UWC? Merci d'être très concret. Oui. Le micro. Voilà. J'ai été aux États-Unis, à Washington College, dans le Maryland, et où j'ai fait de l'économie, et ça s'est très, très bien passé. J'ai été très bien accueilli. Et déjà, le fait d'être français, c'était un plus. Il n'avait jamais eu ou très peu d'étudiants étrangers. Donc, j'ai été accueilli, aidé, soutenu. Voilà. Mais c'était une autre époque. Merci. Merci. Moi, je peux dire, en fait, j'ai décidé de faire très choisi un BTS en commerce international en rentrant. J'étais très atypique par rapport à l'ensemble de ma promo, puisque tout le monde faisait des grandes études. Moi, je voulais rentrer dans le concret et je me suis retrouvée avec une claque infernale, avec des gens qui sortaient du bac, super jeunes, dans leur tête, dans leur maturité, dans tout. Et moi, j'arrivais avec une expérience internationale et un peu plus âgée. Et en fait, ça a été très difficile pour moi de m'intégrer. Mais tout de suite, finalement, j'ai été élue de classe. J'ai créé une association de commerce international. Et puis finalement, ça s'est super bien intégré à partir du moment où j'ai pu faire des choses concrètes. Et ils ont vu que j'étais Miss des merdes, on m'a appelée comme ça, parce que je pouvais à peu près régler tous les problèmes qui arrivaient sur des choses qui leur paraissaient incroyablement insurmontables. Voilà, donc ça a été un peu dur, mais très, très facile en BTS. Donc, pour ceux qui veulent vraiment travailler très concret ou passer par une voie professionnalisante, plutôt que de passer par des grandes études littéraires, c'est quelque chose qui revient très à la mode en ce moment, de repasser par le concret. Et je suis ravie de ça d'ailleurs, parce que moi, ça ne m'a pas empêché de reprendre mes études plus tard. On a la chance en France d'avoir un pays où on peut à tout moment reprendre ses études. On a les moyens de sa reconversion professionnelle et on ne choisit pas un métier pour toujours. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Et donc, bienvenue à tous les rebonds et à toute votre créativité pour ça. Merci. Joydeep. Merci. Oui, moi, après UWC, je voulais rester aux États-Unis et je voulais continuer dans une éducation plutôt ouverte et flexible, comme fait Eleanor en ce moment en Californie. Et moi, à l'époque, les bourses Shelby Davis n'existaient pas. Donc, en ce moment, il y a ce philanthrope américain qui finance les études d'après des alumni UWC. Donc, j'ai postulé pour les universités qui proposaient les bourses pour les étudiants étrangers. Et je suis allé dans une liberal arts college aux États-Unis qui était très différent. Donc, avec beaucoup de ressources. Donc, des petites classes avec beaucoup de ressources, mais c'était très homogène. Et donc, comme je voulais faire autre chose, donc j'ai convaincu cette université de m'aller partir en Espagne. Donc, j'ai passé un an en Europe. Donc, j'étais à l'Université de Complutense de Madrid et j'ai créé mon propre programme. Donc, ce type de opportunités, donc avec la formation UWC, vous avez la possibilité de convaincre les autres, de vous donner, de créer vos propres opportunités. Et donc, comme le programme n'était pas si orienté vers l'international, j'ai créé mon propre truc, en fait. Donc, c'est ça la richesse de cette expérience. Merci beaucoup, Joydeep. Donc, maintenant, c'est la dernière question et on va faire comme à la radio. Vous devez dire dans une phrase, chacun de vous, ou bien quelque chose que vous voulez dire aux candidats qui nous écoutent, ou bien quelque chose par rapport au réseau des alumni. Vous choisissez. Chacun une phrase en commençant par cette fois le plus jeune. Rémi. J'ai des problèmes de connexion. Est-ce que c'est possible de répéter la question? Oui, je répète. C'est la dernière question et je vous demande de dire dans une phrase ou bien quelque chose que vous voulez dire aux candidats qui nous écoutent ou bien quelque chose par rapport au réseau des alumni, comme vous voulez. Rémi. Alors, pour ma part, du coup, j'ai eu mon diplôme il y a seulement quelques mois. Donc, bon, mon réseau, je n'ai pas forcément un réseau très, très extensif. J'ai quand même gardé contact avec plusieurs de mes amis, mais ce n'est pas un réseau qui m'a encore servi dans la vie. Ça fait seulement quelques mois que j'ai fini WC.
Donc, je dirais plutôt aux élèves qui se disent qu'ils ne sont peut-être pas légitimes pour UWC de foncer quand même et de ne pas se poser de questions parce que dans mon cas, moi, j'ai posé ma candidature un peu, ça faisait un moment que j'y réfléchissais, mais j'hésitais et puis à un moment donné, je me suis dit j'y vais, je fonce et puis quoi qu'il advienne que pourra. Et au final, ça a payé. Mon travail, j'ai montré que je voulais vraiment y aller. Et au final, ça a payé. Et j'ai pu vivre ces 2 années qui sont vraiment incroyables. Donc, montez votre dossier, croyez en votre dossier, mettez toutes les chances de votre côté et ça va le faire parce que si vous êtes sélectionné, vous allez vivre 2 années vraiment incroyables. Donc, n'hésitez pas. Si vous pensez vraiment que vous pouvez le faire, allez-y, montez votre dossier et foncez. Merci Rémi. C'était une phrase très longue mais très intéressante. On va voir si Rabia, elle l'a fait plus courte. Alors, je vais essayer de faire une phrase plus courte. Alors, moi, comment le réseau Alumni m'a impacté concrètement, c'est la situation actuelle. En fait, je suis à Cologne et en fait, je vais être hébergée ce soir par la maman d'un garçon qui est à la UWC Costa Rica. Et du coup, c'est absolument incroyable. J'ai juste envoyé un petit message sur le groupe Facebook pour dire j'ai besoin d'un gîte, s'il vous plaît. Et puis, il a généreusement proposé de m'héberger chez sa mère. Et je le connais pas et c'est pas grave, mais je suis sûre que je vais faire une rencontre incroyable ce soir et c'est un peu ça aussi la beauté du réseau Alumni, c'est de trouver un canapé pour dormir partout où on va. Merci beaucoup Rabia. Pablo? D'accord. Alors, en étant rapide, je vais parler du réseau Alumni de WC. Donc, pour vous donner un exemple très concret, en août, les talibans ont pris Kaboul en Afghanistan et j'avais une de mes meilleures amies qui était bloquée là-bas, qui était une défenseuse des droits des femmes, qui a énormément critiqué les talibans publiquement. Elle avait reçu des menaces et ils allaient la tuer quand ils allaient rentrer dans Kaboul. Et du coup, on a, avec des amis, réussi à la faire évacuer parce que à Mostar, en Bosnie, on était en classe avec il y avait un de nos amis dont le père était représentant du Canada à l'OTAN. Et donc ça, puis le fait qu'au sein du comité français, il y a des anciens élèves qui maintenant travaillent dans la diplomatie, qui sont ambassadeurs. Tout ce réseau de UWC nous a permis de la faire sortir, elle et sa famille, de Kaboul. Et du coup, maintenant, elle est saine et sauve. Donc, voilà. Merci beaucoup. Éléonore, tu veux ajouter quelque chose? Sinon... Moi, je peux dire simplement que l'été dernier, je cherchais un stage et que je ne l'aurais pas trouvé sans Joydeep. Et que donc, le réseau Alumni, pour moi, ça a déjà marché, alors que ça fait à peine 1 an et demi que je suis sortie. Merci. Joydeep? Moi, juste un mot aux candidats et aux parents. Moi, j'étais comme vous, comme tout le monde. Et le seul conseil que je vous donnerais, soyez vous-même, parce qu'on ne cherche pas un profil typique. On cherche vraiment l'excellence, mais soyez vous-même. Et si vous avez des questions, on est vraiment une communauté bienveillante, donc n'hésitez pas à contacter n'importe qui de webinaire, Pablo et Léonore qui ont organisé. Merci à vous deux aussi. N'hésitez pas et on est vraiment, vraiment content que vous soyez intéressés en espérant que vous voir tous dans les sélections. Merci. Hélène? Alors, moi, j'ai envie de dire aux candidats, si tu as envie de réfléchir à ta vie comme étant utile au monde, utile à quelque chose, plutôt que de réfléchir à quel métier tu veux faire, UWC, c'est fait pour toi. Et puis, l'autre chose que je veux dire, c'est que tu n'es pas tout seul quand tu t'engages là-dedans. UWC, c'est une incroyable famille, non seulement de tes copains de promo et des copains qui sont autour, mais aussi d'une famille beaucoup plus élargie. Léonore parlait de ce fameux Facebook groupe qui représente tous les alumni de tout le monde entier. Et moi, c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'accueille, et j'en accueille tous les ans, une étudiante qui fait un master à Bordeaux russe qui a l'âge de ma fille, même l'âge de plus jeune que ma fille. Donc voilà, ça continue, que je continue de parler avec François, que je n'avais jamais connu avant le réseau des alumni, et que c'est un sage pour moi dans ma croissance personnelle, et que je rencontre des gens absolument incroyables qui, tous les jours, m'aident à pouvoir continuer à répondre à cette question, comment je peux être encore plus utile. Donc si c'est toi, vas-y. Merci beaucoup. Le mot de la fin, François?
Ben moi, depuis toutes ces années, il n'y a pas eu d'année où je n'ai pas reçu des élèves du UWC qui m'écrivent spontanément parce que soit ils ont lu mes livres, soit ils ont une idée du fait que j'ai été là-bas. Et ce qui est tout à fait surprenant, c'est que mon entourage, à chaque fois, dit c'est formidable comme ces jeunes sont ouverts, intelligents, généreux. Et ça, c'est le produit vraiment de toute cette démarche du WC et de ce que Kurt Hahn avait mis en place dans les années 60. Voilà. Je dirais, pour finir, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie beaucoup, les panélistes, d'avoir participé. Je demande des excuses à la prochaine table ronde qui est celle des parents. Mais les parents, on est habitués à souffrir, donc voilà, on va faire plus vite. Et donc, je passe la main à Pablo. Oui, c'est pas grave. Merci, Amaya. Donc, on attaque la dernière table ronde avec les parents. Donc, pour commencer, je propose à tous les parents de se présenter, votre nom, où est-ce que vous habitez, de quel UWCIR vous êtes le parent, où est-ce qu'il est allé et en quelle année. Alors, je vais commencer. Donc, je m'appelle Éléonore Gogel. Je suis la maman de Clément, qui est IB2 à Waterford, donc qui se situe, Waterford Kimbala, qui se situe en Eswatini, qui s'appelait avant, je m'y retrouve plus, Eswatini, donc à côté de l'Afrique du Sud, qui est un tout petit royaume, une monarchie absolue, donc c'est un petit peu particulier. Voilà, et donc ils sont décalés puisque c'est de l'autre côté de l'hémisphère. Donc il vient de terminer là il y a 15 jours et a priori il va bientôt rentrer également. Voilà. Bonjour, je suis Alban, je suis la maman d'Evassili, donc qui est en première année à Miyuki en Inde. Bonjour, moi je suis Delphine, la maman de Marie qui est partie au Japon de 2018 à 2020 et de Julia qui est pour l'instant en Inde à Miyuki. Je suis désolée d'intervenir à nouveau, mais moi aussi je suis parent d'un élève qui a étudié à Mostar il y a 4 ans et d'une fille qui est maintenant première année à Dilijan. Bonjour à tous, moi je suis Béatrice, la maman de Alix qui a été au Costa Rica de 2015 à 2017 et je suis aussi la présidente de UWC France. Et merci à vous tous d'être là et à tous les intervenants et à Pablo et Léonore d'avoir organisé tout ça. Bon, merci beaucoup. Alors, maintenant on va passer aux questions pratiques. Donc, je vais poser cette première question à Alban. Quand on communique avec les collèges, comment cela se passe? Quand on dit collège, c'est college, ça reste le lycée. Comment cela se passe quand on ne parle pas très bien l'anglais? Alors, la totalité en tout cas de mes communications se font par écrit, donc par mail. Et quand on ne parle pas très bien anglais, eh bien, on est content de connaître Google Traduction. Alors, il y a une touche magique, notamment quand on a des livrets qui arrivent, qui font 50 pages. On a une petite touche à droite sur sa souris où il y a écrit « Traduire en français ». Eh bien, on traduit en français et on peut lire. Et pareil, quand on a des messages à envoyer, on fait la même chose. Une petite astuce, l'anglais, c'est quand même une langue assez simple. Et donc, quand on veut s'exprimer, quand on est français et qu'on veut s'exprimer en anglais, faire des phrases courtes, c'est toujours plus facile. Merci beaucoup. Alors, Béa, comment est-ce que les jeunes voyagent-ils jusqu'à leur collège? Est-ce qu'on peut les accompagner? Alors, les jeunes, en fait, la recommandation, c'est de ne pas accompagner son enfant vers son collège parce que la plupart des jeunes ne seront pas accompagnés par leurs parents et donc d'emblée, ça va faire une différence de traitement. Et souvent, ils ont très envie aussi d'être un peu comme les autres, c'est-à-dire d'arriver et d'être accueillis par la communauté UWC. Et vous avez vu que l'accueil se fait bien. Donc, il n'y a pas de... Notre recommandation, c'est de ne pas les accompagner. Maintenant, évidemment, on est libre. Et si ça vous fait vraiment plaisir, vous pouvez le faire. Et certains parents l'ont fait d'ailleurs. Alors, Delphine, est-ce que quand on rend visite à son enfant, est-ce qu'on peut être logé sur le campus? Alors, je peux vous parler de mon expérience au Japon. On a eu la chance de pouvoir aller voir Marie
la deuxième année. Et on a été accueillis parce qu'ils ont une guest house qui est en plein milieu du campus et qui nous ont gentiment mis à disposition. Donc, c'était chouette parce qu'on était sur le campus, on a pu voir les amis de Marie, on a pu rencontrer ses profs, on a pu aussi faire des ateliers. On a proposé un atelier de cuisine, on a proposé un atelier, on est vigneron, donc on a proposé un atelier d'initiation à l'agriculture biologique. Et on a même pu organiser une dégustation avec les profs. Donc, c'était une bonne façon de les rencontrer. C'était très sympa. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on va passer au Covid. Donc, Éléonore, comment vous avez vécu cette crise et comment est-ce que tu trouves que cela a été géré par le collège donc, au Swaziland? Alors, la crise a été quand même a impacté énormément les 2 années qu'a passé Clément à Waterford, puisqu'il a passé quand même 9 mois à la maison au lieu d'être sur le campus. Donc, quand même, on ne peut pas se raconter d'histoire, ça a eu un impact énorme et il n'a pu avoir que les 2 premiers mois l'expérience des CAS, puisqu'après, les CAS ont été complètement arrêtés. Donc, évidemment, oui, ça a été vraiment un impact très lourd et bien regrettable. Après, une fois qu'on a dit ça, moi, j'ai trouvé que l'équipe enseignante avait été absolument extraordinaire. On a été... voilà, ils ont tout de suite fermé l'école en fait et avancé les vacances de façon à pouvoir être opérationnel 1 mois plus tard en ligne. Et ça a été fait d'une façon que j'ai trouvé vraiment admirable. Et du coup, j'ai pu avoir la chance de voir comment se passaient les cours de Clément puisqu'il était à la maison pendant quand même la première année. Et vraiment, j'ai été très, très, très impressionnée et je pense que ça a été extrêmement bien géré. Voilà, après, au niveau, on a presque envie de dire, ça a presque pu être presque excessif au niveau de la sécurité. Ensuite, par la suite, les derniers mois, c'est vrai que Clément aurait beaucoup souhaité avoir plus de liberté, pouvoir sortir plus facilement. Ça a été un petit peu lourd pour lui. On l'a entendu un petit peu dans les témoignages au début, mais cela dit, il n'y avait pas le choix. Je crois que c'était impossible autrement. On était quand même en Afrique, un pays où les vaccins sont venus très, très tard. Donc, voilà, ça fait partie des choses qui arrivent quand on se retrouve dans des situations comme ça très lointaines. On sait pas ce qui va se passer, mais il se passe des choses. Voilà, ça s'est passé, effectivement. Voilà pour nous. Merci beaucoup. Alors, Delphine, quelles étaient tes inquiétudes ou réticences avant le départ de Marie et comment tu dirais que ça s'est passé vis-à-vis de ces inquiétudes maintenant? Je pense que la principale inquiétude, ça a été par rapport au choix du collège. Marie avait classé ses collèges par ordre de préférence et clairement, ses premiers choix, c'était l'Europe. Donc, ils étaient les collèges qui étaient tout près de la maison. Donc, quand on a appris qu'elle était envoyée au Japon, ça nous a fait un petit choc parce qu'on n'était pas vraiment prêts à ça. Je pense que c'était son dernier choix. Et du coup, voilà, on a eu un petit choc, on a réfléchi et pas longtemps, mais on s'est dit que c'était incroyable, que c'était une opportunité incroyable. Donc, ça nous a fait, nous aussi, sortir de notre zone de confort. Et voilà. Et finalement, le fait d'aller au Japon, c'était une très bonne chose parce qu'elle a vraiment pu vivre l'expérience de représenter la France pleinement, plus que si elle était, je pense, en Italie ou en Europe. Elle était vraiment voilà, ambassadeur de la France et c'était une très belle expérience. Alors pour Julia, j'avais beaucoup moins d'inquiétude parce que je connaissais vraiment ce qui allait se passer et du coup, c'était plus simple. Merci beaucoup. Alors, ensuite, est-ce que, je pose cette question à Alban et aussi à Béatrice, est-ce que l'expérience UWC a changé quelque chose pour vous? Alors pour moi, c'est tout nouveau, hein, et Vassili est donc en Inde depuis septembre, mais donc avec tout le processus de sélection, oui, ça a déjà changé énormément de choses.
déjà la gratitude que moi je peux ressentir vis-à-vis de UWC et de cet enseignement, de ce que la communauté de bénévoles de UWC France est capable de mettre en place, mais aussi le lien. Moi, j'ai la chance que ma fille soit dans une promotion où l'ensemble des parents se sont mis en lien les uns avec les autres. Et du coup, on a aussi, nous, un groupe de parents absolument extraordinaire. On est là les uns pour les autres pour s'aider dans les démarches, voilà, dès qu'on a besoin. Et du coup, l'importance, cette gratitude, pour moi, elle s'exprime dans l'importance de rendre. Et aujourd'hui, je m'occupe un peu de tous les réseaux sociaux de UWC. Et voilà, et le fait qu'aujourd'hui, on soit si nombreux, qu'il y ait eu beaucoup de monde jeudi, et ben, voilà, j'ai l'impression déjà d'avancer, en tout cas avec tout le monde un petit peu là-dessus. Et voilà, moi, c'est la gratitude et l'importance de rendre ce qu'on nous donne, parce que vraiment, il y a une équipe incroyable derrière. Merci. Et toi, Béa? Bien, moi, en fait, j'avais beaucoup voyagé, j'ai une vie professionnelle assez remplie, j'avais vécu dans pas mal de pays et je me croyais ouverte d'esprit. Mais en réalité, je chemine encore, ça fait 5 ans que je suis présidente de UWC France et notre fille a commencé il y a 7 ans, donc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais quand même une culture judéo-chrétienne et dans le judéo-chrétien, il y a plein de bonnes choses, mais il y a aussi du jugement. Et je me suis rendu compte que j'étais souvent, en fait, rétrospectivement, dans le jugement, parce que c'est ma culture et parce que, voilà, c'est comme ça que j'ai été élevée, certainement. Et j'ai beaucoup appris au contact de tous ces jeunes incroyables qu'on a pu sélectionner et aussi des anciens élèves et même des parents. J'ai beaucoup appris à avoir une attitude beaucoup plus bienveillante. J'ai encore du chemin à faire, mais je m'améliore. Et c'est grâce à cette communauté et c'est grâce à ces différences. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de préjugés et je vais plus aller spontanément écouter pour comprendre un avis complètement différent du mien. Et même si avant, j'avais l'impression que j'étais comme ça, finalement, je pense que c'est vraiment ça que ça m'a transformée dans cette valeur-là de s'enrichir de la différence de l'autre et de l'écouter avant de juger. Et surtout, d'éviter de juger également. Merci beaucoup, Béa. Alors, Éléonore, qu'est-ce que UWC a changé pour ton fils, même si malheureusement, il n'a pas pu faire les 2 ans de manière complète? Alors, je lui ai posé la question un petit peu pour faire le point. Une chose qui est arrivée très vite dans sa réflexion, parce qu'évidemment, il me dit, mais ça a tout changé, c'était un impact énorme, ça m'a beaucoup fait grandir. Alors, c'est un peu vague, ça a été une opportunité très importante pour lui. Et il a parlé quand même de l'importance du système scolaire. Et je crois que c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'effectivement, le système scolaire n'a rien à voir, et je pense que Clément s'adaptait bien sûr au système scolaire français parce qu'il fallait bien et qu'il n'y avait pas le choix, mais qu'effectivement, il aurait été très, comment dire, restreint. Et là, il y a eu une ouverture et il a eu suffisamment de nourriture, j'ai envie de dire, voilà, donc ça l'a évidemment, tout ce qui a été dit sur toutes ces portes qui s'ouvrent avec cette culture, cette multiculturalité incroyable, ça c'est évident, mais voilà, ce point peut-être aussi sur le plan vraiment purement scolaire qui peut être aussi très important pour au jour le jour et au quotidien. Merci beaucoup, Éléonore. Alors, dernière question que je pose à Delphine. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose en particulier, un souvenir, une recommandation ou toute autre chose qui t'a marqué avec les candidats ou les parents qui nous regardent? J'aime beaucoup les portes, les réunions qu'on a avec UWC. Après, moi, ça fait quelques fois que je vais aux portes ouvertes et chaque fois rencontrer, je suis émerveillée de voir ces jeunes qui sont partis et qui sont si rayonnants, concernés, généreux, intelligents. Enfin, je suis bluffée à chaque fois. Donc, j'aime bien. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer aux réponses aux questions récurrentes. Donc, bien sûr, la sélection, le coût des collèges, les bourses. Donc, parmi les questions qui reviennent souvent, il y en a beaucoup qui portent sur la sélection, coût de scolarité, bourse. On va répondre à ces questions avec Joy Deep et Béatrice
qui sont voilà, très présents tout au long de ces processus. Et donc, la première question que j'ai pour vous, donc en l'ordre Béa, puis ensuite Joydeep, j'aimerais en savoir plus sur le week-end de sélection. Alors, comment est-ce qu'il se passe et est-ce qu'il va se dérouler en présentiel ou pas en 2022? Alors, le week-end de sélection, pour l'instant, est organisé pour avoir lieu en présentiel. Et il aura lieu en région parisienne, à Saint-Denis, les 19 et 20 février. En quoi ça consiste concrètement? Il y aura des entretiens individuels, des pitchs. On va leur demander aux jeunes de préparer un petit pitch de 5 minutes sur un sujet de leur préférence. Et on les verra également en jeu collectif. Donc, dans toutes les situations possibles. Si on n'a pas la possibilité, pour des raisons sanitaires, d'organiser ce week-end en présentiel, dans ce cas-là, on fera comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'on le fera en ligne. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Pour l'instant, on est organisé pour du présentiel, mais évidemment, on ajustera en fonction des restrictions éventuelles au mois de février. Jody, tu veux peut-être… Pardon. Non, tout a été dit. Donc, juste, donc c'est vraiment un échange dans les deux sens, je dirais. Donc, pour nous, de vous apprendre, parce que la plupart des candidatures sont excellentes. Donc, on reçoit en comité de présélection les candidatures qui sont réparties par nos lecteurs, qui sont tous bénévoles. Et ensuite, en discussion au comité, on invite les présélectionnés pour les entretiens présentiels. Et pendant cette week-end de sélection, c'est vraiment un échange. On essaie de vous comprendre, vos particularités. On va pas, et parfois c'est très différent parce que on peut avoir quelqu'un qui est brillant, qui vient d'une école dans le 16e de Paris et qui a eu toutes les opportunités, qui a plein d'activités. On peut avoir quelqu'un qui vient d'un petit village dans le Périgord, qui n'a pas eu des chances ni des opportunités, mais a envie de faire quelque chose. Donc, c'est difficile à juger et comparer les candidats. Donc, on essaie vraiment d'avoir une vue d'ensemble. Donc, vous allez avoir plein de discussions informelles, formelles, des entretiens. Et le but, c'est juste d'essayer de vous comprendre et de mieux communiquer. Si vous partagez les valeurs UWC, est-ce que cette opportunité vous donnera quelque chose et de participer dans cette communauté merveilleuse. Voilà. Merci beaucoup, Joydeep. Alors, on a aussi pas mal, on a eu pas mal de questions sur le prix des écoles. Donc, combien coûte la scolarité et que comprend-elle et comment attribuez-vous les bourses? Donc, Béa, si tu peux répondre sur les coûts des collèges et puis Joydeep sur les modes d'attribution des bourses. Alors, les coûts des collèges, ça varie énormément. En fait, autour de 19 000 € l'année. Et quand je dis l'année, ça comprend l'intégralité, c'est-à-dire les frais de scolarité et les frais d'internat en pension complète, aussi les frais de concours, les livres, etc. Donc, ça veut dire que c'est un jeune, en fait, le coût d'un jeune pendant 10 mois ne coûte rien à ses parents, mais le coût donc, de la scolarité, pour revenir à ça, c'est entre 19 500 € l'année et un peu plus de 30 000 € pour les collèges les plus chers, sachant qu'évidemment, il n'y a pas un Français ou très peu de Français qui peuvent s'offrir ce niveau d'investissement, surtout avant le bac. Et donc, on a sorti la plupart, 8 jeunes sur 10 parmi nos Français, voire 9 sur 10 selon les années, bénéficient tous d'une bourse partielle à complète. Et donc, Johnny, si tu veux expliquer comment on attribue ces bourses. Absolument. Donc le financement des bourses, ça marche comme la suite. Donc, souvent, on a une bourse UWC France. Donc, c'est l'argent qu'on nous, en tant que comité bénévole, qu'on nous récoltons. Donc, c'est vraiment un travail de bénévole. Donc, on a parmi nous les gens qui travaillent tout le temps, en fait, tout au long de l'année, pour essayer de convaincre les fondations, les entreprises, les donateurs individuels de faire les dons pour financer les bourses. Et ensuite, on a également les bourses des collèges. Donc, certains collèges attribuent des bourses complètes, partielles à UWC France. Et l'attribution des bourses, donc normalement, à la fin du week-end de sélection, on a un ranking. Donc, le jury décide le ranking des classements des étudiants et on ouvre
les dossiers financiers après avoir sélectionné les enfants. Comme ça, on continue à attribuer les bourses jusqu'à ce qu'on termine les ressources qu'on a. On essaye de faire partir tous les jeunes sélectionnés. Donc, c'est vraiment un travail des communautés. Et juste pour vous donner un exemple, donc Béa et Renaud, son mari qui est notre directeur financier, organisent un super week-end en Bretagne où ils habitent, où on est avec une équipe. L'année dernière, c'était avec Eleanor aussi. On a appelé les parents, on a appelé les donateurs, on a essayé de tout faire pour récolter de l'argent nécessaire pour faire partie tout le monde qui soit sélectionné. Donc, c'est notre but. Et malgré Covid, les 2 dernières années, on a eu les meilleures années qu'on n'a jamais eues dans UWC France. Donc, on espère pouvoir faire partie de tout le monde. Merci beaucoup. Alors, Béatrice, quels sont les critères d'attribution des collèges, puisqu'on peut on peut mettre nos choix, mais comment exactement est décidé le collège auquel on va envoyer tel ou tel candidat? Alors là, c'est une vraie alchimie en fait, parce que bien sûr, on a le classement des candidats, enfin le classement des collèges par le candidat, et on essaie de respecter au maximum ses préférences. Mais il y a aussi les coûts des collèges et le classement du jeune. Donc, Jody parlait d'un ranking. En fait, à l'issue du week-end de sélection, ils seront tous classés. Et donc, évidemment, les premiers ont plus de chances d'avoir leur collège de préférence et le 15e, forcément, a moins de chances. Et il y a également la partie financière qui rentre en jeu. Donc, on vous a expliqué qu'on avait des bourses des collèges. Donc, certains collèges, un collège très cher peut devenir, pour le comité, avec une bourse complète du collège, un collège pas cher du tout. Donc, ce n'est pas du tout lié au coût du collège tel qu'il est en réalité, mais au coût du collège net pour le comité. Et donc, on regarde ce coût, on regarde les moyens d'accompagnement que nous avons et on regarde la situation financière de la famille et on regarde le choix du jeune. Et aussi, on essaie de comprendre, d'associer, de faire une bonne association entre un jeune et un collège. Par exemple, il y a certains collèges, notamment en Asie, qui sont très exigeants en termes de scolaire. Donc là, on va forcément envoyer un très bon élève et ça sera un des critères prédominants. Donc voilà, en fait, c'est vraiment un mélange de tous ces critères. C'est un peu de la haute couture et c'est du totalement sur mesure. Merci beaucoup, Béatrice. Alors, je voulais aussi demander à Joydeep, combien de Français partent chaque année? Ça dépend tous les ans, mais normalement, les collèges nous proposent des places tous les ans. Certaines places sont avec des bourses complètes ou partielles, certaines places sans bourse. Donc, c'est à nous, en tant que comité, de décider combien de places on va accepter, sachant que normalement, il n'y a jamais plus de 2 places maximum pour chaque collège, donc on en a 18. Et parfois, si par exemple c'est un collège hyper cher ou on n'a pas eu on a eu des difficultés quelconques avec un certain collège pour raisons géographiques, etc. Donc, on essaie de vraiment choisir les collèges pour avoir une vraie représentation de tous les collèges. Comme ça, on essaye de faire partir au moins une personne dans chaque collège tous les 2 ans, etc. Donc, l'année dernière, Béa, si je ne me trompe pas, on a envoyé combien? 18, 19? On a envoyé 19 candidats, oui. 19 candidats, donc qui étaient parmi les meilleures années, hein, un record. Oui, normalement, c'est plutôt une quinzaine. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, pour conclure cette conversation sur le processus de sélection et la sélection en général, je voulais donner la parole à Éléonore. Oui, moi, je voulais ajouter quelque chose qui me semble important. Le simple fait de vous intéresser à UWC et de vous présenter de toute façon, que ce soit vous ou votre enfant, déjà ça en soi, c'est quelque chose qui va énormément vous apporter et qui va déjà ouvrir beaucoup de portes dans votre, dans votre rapport aux autres et dans votre rapport au monde. Ensuite, une autre chose qui me semble très importante, c'est de vraiment faire confiance au comité de sélection. C'est un travail énorme qui est établi au moment des dossiers, de tout ce qui se passe après, et ce qui en ressort est très juste. C'est-à-dire que là, c'est vraiment avec le recul que je peux dire ça, parce que sur le coup, c'est pas toujours quand on vous dit voilà, votre enfant finalement il va partir à l'autre bout du monde, c'est compliqué. Delphine l'a dit tout à l'heure, et s'il n'est pas pris, c'est pas grave, c'est parce que c'est mieux pour lui à ce moment-là, c'est que ça ne correspond pas et que le fait de partir aurait pu le
mettre en danger. Et voilà, donc il faut vraiment faire confiance et c'est un travail énorme qui est fait, c'est pas juste comme ça. Hein, voilà, il y a tout un processus très, très, très sérieux et ayez confiance. Merci beaucoup, Éléonore. Alors, je sais qu'il y a certaines questions du Q&A auxquelles on voulait répondre en direct. Béatrice, s'il y en a certaines que tu as vues, auxquelles tu aimerais répondre, ou n'importe quel panéliste, n'hésitez pas à intervenir maintenant, c'est votre opportunité. J'ai vu pas mal de questions et notamment une question qui est je suis en première, si je ne suis pas prise cette année, est-ce que je peux postuler l'année prochaine? Et c'est une question que moi j'ai souvent, parce que j'ai quand même pas mal de personnes qui m'appellent ou qui nous envoient des emails. En fait, le critère d'âge est un critère plus important que le critère du niveau académique. Donc, si on est par exemple en terminale et qu'on a moins de 18 ans à la rentrée à UWC, on peut postuler. Si on est en première, en gros, 50% de notre corpus d'étudiants, de postulants, postulent quand ils sont en classe de première. Donc, on peut aussi postuler en première. Mais à chaque fois, bien sûr, on va repartir pour un cycle de 2 ans. Alors, on a des jeunes parmi nos alumni qui sont là, ou nos élèves, qui sont partis en seconde, d'autres qui sont partis en première, et certains, assez rarement, mais qui sont partis en terminale. Donc, c'est un peu une exception, mais ça peut se faire aussi. Merci beaucoup, Béa. Oui, Éléonore. Une autre question qui a été posée plusieurs fois, c'est comment se passent les repas et l'intendance, la lessive, le ménage, est-ce que les élèves doivent s'en charger? Le WC, c'est aussi une expérience de responsabilité pour les jeunes. Donc oui, tout ça, enfin, la lessive et le ménage se font par les jeunes dans leur chambre. Évidemment, il y a un service de ménage qui passe dans les couloirs et dans les parties communes. Par contre, à chaque fois, l'organisation exacte de tout ça dépend d'école à école et les élèves reçoivent des repas dans la cantine. Donc, ils n'ont pas besoin de cuisiner pour eux-mêmes. Mais la lessive s'organise par le jeune. Merci beaucoup, Éléonore. Alors, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. François, tu voulais dire quelque chose? Donc, je n'avais rien à dire. Je suis très admiratif de votre organisation à une époque où on faisait du vélo et vous, là, vous faites de l'informatique de manière extraordinaire. Donc, je vous admire et je vous remercie. Merci beaucoup, François, pour ces mots. Je pense que c'est parfait pour conclure. Merci à toutes et à tous ceux qui sont venus aujourd'hui. On va vous envoyer le mail avec le lien de l'enregistrement. On espère que vous allez tous candidater. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On sera toujours là pour vous aider. Ah, oui, vas-y, Hélène. Oui, je voulais dire parce que je crois que c'était une vraie expérience. Moi, je suis partie après ma terminale. J'avais 16 ans et demi. Donc, j'étais très précoce et en fait, je crois que c'est pour ça que j'étais précoce. C'est parce que j'avais besoin de vivre autre chose. Et je voudrais vous raconter qu'après mon BTS, quand je me suis retrouvée sur le marché de l'emploi et que les recruteurs regardaient mon CV en disant « Mais vous avez perdu 2 ans, très français, puisque vous aviez déjà votre bac, vous auriez pu rentrer en BTS direct. » Et je lui ai dit « Ok, puisque avec mon BTS, vous m'avez convoqué pour l'entretien, pourquoi moi plutôt que n'importe qui d'autre ?» Et il disait « Pour ce que vous avez vécu pendant 2 ans. » qui est en plus de tous les autres. Voilà. Bon, merci beaucoup et bonne soirée.